Lever 100 millions ou avoir 100% de son capital? Lever 100 millions pour pouvoir croître et développer sa société. Maintenant, Laureline, on va prendre l'itinéraire qui nous amène chez Edwina d'European Digital Group. Donc, je laisse les clés du plateau à Edwina, qui va recevoir aujourd'hui maître Laura Podjarny-Ferman, qui est cofondatrice du cabinet d'avocats Impala Avocat, et qui vont nous décrire les mécanismes d'un accompagnement de start-up et d'incentive des start-up. C'est parti pour l'interview d'Edwina. Merci Vincent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Laura Podjarny-Ferman, entrepreneure et cofondatrice du cabinet d'avocats Impala Avocat. Bonjour Laura. Bonjour Edwina. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le Tech Show. Merci de m'accueillir. Donc Laura, tu es la cofondatrice d'Impala Avocat. Absolument. Cabinet d'avocats dédié aux entreprises innovantes et spécialistes dans les sujets de M&A, mais également de propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Tout à fait. Ça fait beaucoup, hein? Ça va. Donc, pourquoi tu as créé ton cabinet d'avocat et quel est ton angle de différenciation? Écoute, j'ai créé le cabinet après 2 ans de barreau, donc assez jeune. J'avais envie de m'investir aux côtés d'entrepreneurs innovants qui changeaient un peu le monde et j'avais pas forcément envie de rester dans la voie classique des gros cabinets et j'avais envie d'avoir une approche un peu originale à l'époque où l'écosystème, il y a 8 ans, n'était pas encore très développé en fin de compte. En tout cas, c'était moins accessible pour tout le monde. Les gens avaient moins l'envie de monter des entreprises. Et l'idée, c'était de pouvoir faire de l'accompagnement sur mesure, très pragmatique, très opérationnel aux côtés des entrepreneurs et éviter la lourdeur des gros cabinets plus institutionnels. Donc, être un peu le conseil de famille à l'ancienne, tout en étant à la pointe des technologies. Donc, tu accompagnes, je comprends bien, des startups dans les sujets tech et M&A. Oui. Et du coup, quelle est la problématique la plus récurrente que tu vois quand les sociétés viennent te voir, notamment des startups ou des sociétés innovantes? La problématique avec mon associée Julie qu'on voit le plus aujourd'hui, je dirais que c'est un peu la lourdeur juridique, c'est-à-dire le fait qu'on a des entreprises qui vont très très vite aujourd'hui. C'est un marché où tu vois qu'une boîte peut faire une IPO en 3 ans. Et pour autant, le droit a 10 ans de retard. Donc on voit qu'ils arrivent quand même à pénétrer des marchés, qu'ils arrivent à changer le droit, comme dans certaines sociétés qui ont permis des avancées législatives. Mais on voit qu'ils sont un peu, on va dire, fatigués. Ils ont une vision très préhistorique du droit en se disant « mon Dieu, c'est un frein », alors qu'en réalité, il faut tourner la problématique en disant que c'est plutôt une arme, qu'il faut l'utiliser comme on peut pour justement être encore plus rapide que ce qu'ils ont déjà en tête. Et donc, vous les aidez concrètement à tourner la manière dans laquelle on voit le droit? Oui, absolument. L'idée, c'est de réussir justement quand tu as pu voir beaucoup d'entrepreneurs, tu te rends compte qu'il faut être risk-taker. Et la difficulté, et c'est aussi un objet de différenciation et un angle différent et une approche différente, c'est que les gros cabinets aujourd'hui, ils ont une compliance très difficile et très lourde. Nous, on a la même compliance parce qu'on a le même métier, mais pour autant, on essaye d'être dans une approche quand même, comme je disais, pragmatique, mais où on prend des risques et on essaye d'être créatif pour faire en sorte de jouer, on va dire, avec les règles de droit. La règle du jeu, oui. Pour réussir à trouver une solution quoi qu'il et pas avoir un mail avec un nom et un disclaimer de 15 lignes qui explique pourquoi c'est non. D'accord. On change un peu donc de scope, on va dire, plutôt parler des ressources humaines. Comment tu perçois les pratiques de marché en termes de plan d'intéressement, justement, surtout dans des startups où tout de suite il y a accès au capital, donc des premiers salariés ou progressivement? Quelle est ta vision sur ce sujet? Ma vision, elle est un peu à contre-courant, c'est-à-dire que je suis un peu nordique, on va dire. Aujourd'hui, en France, il y a des usages de marché qui sont certes très bien, mais qui ne sont pas encore assez adaptés à l'écosystème. Tout le monde parle, notamment, tu dois les connaître, des BSPCE, mais en réalité, les BSPCE, c'est qu'un bon qui te donne droit à une action que tu vas devoir payer à un prix certes fixe, mais que tu vas devoir payer quasiment au même prix que le prix que va payer un fonds d'investissement. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est d'être capable d'être plus simple et de revenir en fait aux sources en se disant qu'une action, c'est une action, qu'aujourd'hui, la loi, elle permet de donner des actions gratuites aux salariés, que c'est des résolutions qui sont toujours refusées dans les augmentations de capital et pour autant qui donnent directement accès au capital aux salariés. Donc je pense qu'il y a une problématique de mimétisme des usages. Donc aujourd'hui, on est salarié dans la tech, on demande un package avec des BSPCE alors
que la moitié, les 3/4, sauf s'il y a une IPO, un bel exit, vont pas pouvoir les exercer. Donc je pense que les exercer ou du coup payer la valeur de l'action. C'est les exercer en fait, c'est-à-dire que tu le reçois et ensuite tu dois l'exercer pour le transformer en action. Tu exerces ton BSPCE qui devient une action. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a trop d'usages de marché qui sont décorrélés en fait de la réalité. Un petit exemple rapide, j'ai une entreprise qui est venue me voir en disant voilà, on n'est pas satisfait des plans de BSPCE, on a l'impression que c'est hypocrite et qu'on leur donne rien, donc on a envie de repartir sur des vrais plans d'action gratuite pour les salariés. D'accord, c'est très clair et c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent. Laura, donc dans cet écosystème de sociétés tech innovantes, quelles sont les lacunes que tu as identifiées, notamment dans leur stratégie commerciale? Alors, c'est une très bonne question, Edwina. Je pense que la stratégie commerciale est un peu bancale dans son volet juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise ont du mal à identifier les points de friction, les angles morts, les points de risque. Et donc, nous, on essaye chez Impala de les accompagner dans une mise en place de process pour que les sales puissent être le plus en autonomie, puissent négocier les contrats en connaissant les clauses, on va dire, dures et leur marge de manœuvre pour éviter que ça arrive au juridique après et qu'en fin de compte, ils aient dit oui à des choses qui peuvent mettre en péril l'entreprise. Donc ça, aujourd'hui, c'est en train d'être construit, mais c'est encore aux prémices. Super. Écoute, merci beaucoup Laura pour tous ces éclairages. C'était hyper constructif. On va passer aux questions de vérité. Donc en gros, je te pose quelques questions. Tu dois répondre rapidement du tac au tac. C'est très simple. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Donc je démarre. Tu es prête? Oui. Cookies ou tiramisu? Aucun des deux. NFT, pépite ou arnaque? Arnaque. Start-up ou grand groupe? Start-up. Lever 100 millions ou avoir 100% de son capital? Lever 100 millions pour pouvoir croître et développer sa société. Top. Écoute, merci encore Laura pour ton temps et ta sympathie. Merci à toi. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode.